Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 29 avril. Toute l'actualité près de chez vous, invités, reportages, météo, sport, découvertes et culture. Avec ce soir, la présentation d'une nouvelle saison d'exception pour l'Opéra à Monte-Carlo que nous présentera dès le début de ce journal sa directrice, Cecilia Bartoli. Et c'est en présence du Prince souverain qu'a eu lieu hier la projection de la première partie de documentaire de Frédéric Laurent consacrée à l'Opéra Garnier. L'environnement, toujours au cœur de nos préoccupations en principauté, avec deux destinations ce soir. La Turquie tout d'abord et de nouvelles solutions pour protéger notre écosystème. Puis le Maroc avec l'Académie de la mer qui effectue sa première mission à l'étranger. Tout près de chez vous, nous découvrirons les évolutions de saison au sein du célèbre complexe du Monte Carlo Beach. Sans oublier en sport, en basket, le beau défi de la Rocca Team à la recherche d'un troisième succès d'affilée face au Barça, synonyme de qualification au sein du dernier carré européen, le prestigieux Final Four. Deux opéras fleuves de Wagner, la Valkyrie, le vaisseau fantôme, l'accent italien pour deux chefs-d'œuvre de Verdi, Aïda et le Trouvère, un spectacle hommage à Joséphine Baker, disparue il y a 50 ans, à l'occasion de la fête nationale, spectacle intitulé « Bonsoir Monte-Carlo », la célèbre comédie musicale Cats pour les fêtes de fin d'année, sans oublier la présence des toujours très attendus Roberto Lagna et Placido Domingo, qui posera lui sa voix de ténor aux côtés de Cecilia Bartoli, qui nous rappelle qu'elle est toujours une mezzo-soprano de talent et de cœur, en même temps qu'elle dirige aujourd'hui le monde de l'opéra en principauté. Cecilia Bartoli est notre invitée exceptionnelle ce soir sur Monaco Info, entretien signé José Sacré. Cecilia Bartoli, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes sur la scène de votre opéra. Merci de nous accueillir. Merci. Vous avez sur cette scène, entouré de votre équipe, ce matin, présenté la programmation de la prochaine saison de l'Opéra de Monte-Carlo, 25-26, et après la saison dernière, qui a été extraordinaire. Là, on s'attendait à, je dirais simplement, waouh. Parce que alors là, dans quel état d'esprit avez-vous préparé cette nouvelle saison ? Écoutez, l'état d'esprit, c'est toujours de présenter, de diversifier, d'avoir un programme, bien sûr, un programme qui nous transporte toujours dans des autres dimensions, non? Parce que c'est ça. Alors, entre des œuvres plus connues, de compositeurs plus connus, italiens, françaises aussi, mais aussi, voilà, des œuvres moins connues, au moins qu'ils ont fait à Monaco, mais depuis longtemps. Alors, de revenir, par exemple, dans une œuvre magnifique comme Pelléas et Mélisande. Ils ont joué Pelléas et Mélisande, ça fait 50 ans. Alors je me suis dit, peut-être c'est le moment de... Et ce sera Jean-Louis Grinda qui fera la mise en scène. Et ce sera Jean-Louis Grinda qui fera la mise en scène. Mais là, on va commencer d'ailleurs avec le vaisseau fantôme de Wagner, avec une première pour Monaco, et la présence d'Asmik Grigorian, le soprano magnifique lituin. Et puis bien sûr, l'Hollandais, ça sera notre Bryn Terfel. Et il y aura un autre Wagner aussi, la suite il y a de l'an dernier, la tétralogie. Suite, la tétralogie avec la Valkyrie, bien sûr. Là, on y va, on y allait. Là, le public, on est parti dans vraiment dans ce... Mise en scène toujours de David Elivermore. Toujours ce David génie de la scène. Oui, vraiment, vraiment. Alors, ce sera lui, ce sera aussi un hommage le 19 novembre à Joséphine Baker, cette femme révolutionnaire, une femme magnifique, vraiment avec un courage et avec une forte liaison avec Monaco, la principauté. Et je trouve que de lui rendre un hommage, c'est très important. Et on se réjouit là pour Joséphine Baker le 19 novembre, mais on aura Roberto Alagna, bien sûr. Oui. Alors lui, sa passion, c'est Luis Mariano, enfin le répertoire Luis Mariano. Et c'est ça qu'il va chanter ? Il va chanter, je pense, une partie de répertoire, ce sera Luis Mariano, mais avec aussi des chansons italiennes. Je pense que, voilà, avec toute l'enthousiasme et la passion de Roberto, et la voix. Quelle voix! Et puis, c'est l'Orphée Eurydice, on va faire de Gluck. Oui. Ça, alors, moi, c'est ça pour moi. Je veux chanter le rôle d'Orpheus. Et puis, la version de Parme était chantée par un castrat, mais plutôt mezzo-soprano, on peut dire. Et c'est là qu'on va faire cette version. Et puis on a encore Pretty Yandy qui va revenir dans le Trovatore, le Trovatore, oui.
Et puis Placido, on va faire un récital latine. Ah oui, et ce ne sera pas n'importe quand en plus. Ah ben non. Ce sera le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Ben oui. Cécilia, Placido, côte à côte, chanteront. On va faire des feux d'artifice, là. Ben oui, oui, et puis donc, on l'a dit, on a parlé du Trouvert. Il y a Cosi aussi avec le Staatsoper. Cosi fan tutte, oui, parce que là, c'est la dernière opéra, enfin le cycle, on a fait mozartien da Ponte, le ciclo da Ponte. On a commencé avec les Noces de Figaro, l'année dernière c'était le Don Juan, et voilà, Cosi fan tutte. Et je serai là comme le docteur, la Despina, le docteur, le notaire, voilà, je veux m'amuser avec ce rôle qui m'a apporté beaucoup de chance, parce que le rôle que j'avais chanté pour mes débuts au Metropolitan. En 96. Oh oui. là là, oui. D'accord. Oui. James Levine dirigeait, c'était un cast vraiment exceptionnel. Un souvenir formidable, ça. Très bien. Ça va être formidable. On n'a pas parlé d'Elena Garanza, ce sera une première. Elena Garanza, oui, c'est le premier, cette voix magnifique de cette un récital avec orchestre. En plus. Récital avec orchestre. Alors là, on va sûrement entendre les airs les plus magnifiques, des airs écrits pour la voix de mezzo, vraiment. Elina, c'est une superstar de notre époque. Alors, je me réjouis vraiment de la... Alors, vous avez tenté l'expérience de proposer un spectacle pendant presque un mois, durant les fêtes de fin d'année. Ça a marché du feu de Dieu. Oui. Vous renouvelez l'expérience cette année. Et avec quel spectacle, s'il vous plaît? Et on va faire Cats, alors de Andrew Lloyd Webber. On va faire 20 représentations de Cats. Et alors là, c'est vraiment pour les familles, pour les amis. Enfin, il faut venir à Monaco. Et voilà. Je crois que le public se presse déjà pour réserver. Ça va être très très difficile. Les abonnements, c'est très bientôt. Donc là, si vous souhaitez effectivement participer, venir à une ou plusieurs représentations de l'Opéra de Monte-Carlo, voyez vite les guichets et Internet pour réserver, parce que il n'y aura peut-être pas pour tout le monde, hélas. La salle est petite. Heureusement, il y a quand même un grand nombre de spectacles au Grimaldi Forum. Au Grimaldi Forum aussi, oui, comme ça, on aura l'occasion d'avoir plus de public, oui. Mais là, c'est quelque chose d'unique, parce que c'est l'intimité, c'est ce qu'on arrive justement à ressentir, nous, sur scène, mais aussi le public. On a l'impression qu'on peut presque toucher notre public avec, pas seulement avec notre voix, mais avec le doigt. Il aimerait bien, mais bon. Merci beaucoup, Cécilia. Merci. Bravo, mais les bravos, vous avez l'habitude. Hein. Non, mais il ne faut pas prendre pour... Non, jamais, il ne faut pas prendre pour acquis, ça, non. Merci beaucoup. Merci. Une programmation qui va séduire, c'est certain, tous les amateurs de grands spectacles. Restons un instant encore dans l'univers de l'opéra et attardons-nous sur la salle Garnier où les plus grands chanteurs lyriques s'y sont produits depuis 1879. Un documentaire est en cours de montage et le premier épisode a été projeté justement hier soir dans cette salle historique en présence du prince souverain et de sa sœur, son Altesse royale la princesse de Hanovre. Fabien Bonilla et Julien Laugier ont assisté à cette projection. Quoi de plus normal que d'organiser une avant-première à l'Opéra Garnier lorsque l'on veut présenter une série documentaire sur ce lieu emblématique qui a reçu tant d'artistes, des chanteurs d'opéra, des danseurs de ballet, du théâtre et plus récemment des concerts de rock. Frédéric Laurent et son fils Jérémy ont réalisé 4 épisodes consacrés à la salle Garnier, inaugurée en 1879, il y a 146 ans. Le premier épisode d'1 heure a été présenté au souverain, à sa sœur et à de nombreuses personnalités présentes. Une série qui s'intitule Exultat, le fameux cri qu'Othello a poussé dans l'opéra de Verdi. Exultat, que l'on peut traduire par réjouissez-vous. C'est vrai que, au regard de la France d'un côté et de l'Italie de l'autre, ce tout petit pays qu'est la principauté a autant créé que les 2 grands pays voisins, qui sont les 2 grands pays à la fin du 19e siècle, au début du 20e, où il y a une création d'opéra, une création lyrique extrêmement abondante. Et ça m'a semblé naturel de raconter cette histoire, parce que c'est une histoire qui est singulière et finalement qui montre l'importance de la culture et l'apport en particulier de la culture de la principauté au regard de la France et de l'Italie, et même au regard du monde, quoi.
Le premier épisode vient donc d'être projeté. Il va de l'inauguration en 1879 jusqu'à 1952. Il reste encore 3 épisodes en post-prod. Ce sont en tout 4h30 consacrés à l'Opéra Garnier et aux grands noms qui s'y sont succédés. Il y a eu tout un travail de documentation. Donc on a eu accès évidemment à beaucoup d'archives, les archives de la SBM, les archives du Palais. On est allé voir du côté de l'INA évidemment. Et donc du coup il fallait éplucher tout ça. Et c'est d'ailleurs en épluchant tout cela qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une telle richesse et qu'il fallait articuler ça sur finalement près de 4h30 de programme. Et voilà. Et donc tout ça avec en plus de ça une contrainte qu'on s'était imposée, qu'il n'y ait pas de voix off. C'est-à-dire que finalement ce sont les sachants qui racontent l'histoire de l'opéra. Ce sont les artistes qui s'y sont produits, ce sont les interviews qu'on a pu trouver, ce sont les directeurs qui se sont succédés, qui racontent l'histoire. On a également travaillé, et ça c'est un fait, quelque chose d'assez contemporain maintenant, c'est qu'on a utilisé de l'IA pour animer certaines photos. Notamment le premier épisode où il y a énormément de photos, d'images fixes. 5 années de travail pour cette série en 4 actes, une série que l'on pourrait retrouver prochainement sur Monaco Info. Avant sa diffusion sur Monaco Info et sur Canal+, la présentation demain au Grimaldi Forum 19h du tout dernier documentaire signé Yann Anthony Noguès sur les indispensables et incroyables commissaires de course de l'Automobile Club de Monaco. Le titre, Les Anges Gardiens de Monaco, avec au commentaire le dernier vainqueur du Grand Prix lui-même, Charles Leclerc, enfin couronné, on s'en souvient, sur ses terres, sur son circuit. En basket, la Roca Team n'est plus qu'à une victoire d'une 2e participation au Final Four d'Euroleague. Pour valider son billet pour Abu Dhabi, Monaco doit remporter le match 3 des quarts de finale de play-off demain soir à Barcelone. Frédéric Elion a rencontré le coach Vassilis Spanoulis et l'arrière Jordan Lloyd avant leur départ en Catalogne. Every game is different though, we understand that, especially going on the road. So we've just been taking it day by day. We're trying not to pay attention to the series count or everything. It's 0-0 as far as we're concerned. We don't want to give them any momentum, especially going home. We know the fans are going to be behind them and they're going to come out really aggressive. So we're just focused on matching energy, being able to adjust and playing with the same physicality that we've been doing in games 1 and 2. Look, first 2 games we play good and we play better second than first one, and this was very important, and we protect our home. Now it's a different story. We go there, and we don't have in our mind that we are 2-0. We try to make our best, and we know that it will be a different game, and we are ready. For me as a player, I love playing on the road. You know, everybody kind of going against you. I think we feed off that as a team. We kind of have that mentality of we like when kind of all the odds are against us. So. We just have to know, and we're playing for something special. You know, we're not just playing for to go to a Final Four, playing to try to win a championship this year. So having that in the back of your mind, that if that doesn't drive you, then I don't really know what else will. So as a player, that's what you think about, but you take it step by step, and you have to be ready for anything, honestly. Chaque année, le Collège Charles III propose à ses élèves de 4e une journée de cohésion sur une thématique bien précise. Cette année, c'est autour du respect que les collégiens ont été mobilisés, notamment à travers le sport, avec des activités liées au monde de l'Ovalie. Aujourd'hui, l'heure était aux récompenses, avec différents trophées remis, en présence de la princesse Charlène et d'une partie du staff du 15 de France, récent vainqueur du tournoi des 6 nations. Reportage signé Alban Jean-Jambre et Lionel Bernardi. Quel meilleur sport que le rugby pour véhiculer la valeur du respect. C'est autour de cette discipline que les élèves de 4e du collège Charles III ont été mobilisés. Atelier antidopage, atelier inclusion avec le handisport et bien sûr atelier rugby. Par leur participation, les élèves retiennent un message essentiel. Beaucoup d'entraide. On a pu passer plein de bons moments ensemble et pour ceux qui ne connaissaient pas le rugby, le découvrir encore mieux. C'est un sport pour tout le monde. Tout le monde peut se divertir et c'est collectif. Quelque chose qu'on peut vivre tous les moments ensemble et j'aime beaucoup ça. Le respect, c'est ce qui est le plus important dans le sport parce que si on ne se respecte pas, on ne peut pas avancer. Il faut toujours avancer ensemble. Une journée du respect parrainée par William Servat. L'entraîneur du 15 de France était présent avec 2 autres membres du staff, Mathieu Broge et Gaëtan Boissard, manager et préparateur physique. Tous 3 ont pu échanger avec les élèves, mais surtout présenter leur trophée des 6 nations. De quoi rendre encore plus mémorable cette journée du respect. Toutes leurs questions étaient bien préparées, tout a été bien évidemment bien travaillé et il était rigolo de voir l'intérêt qu'ils pouvaient porter
au rugby, nos sports sont aujourd'hui de plus en plus médiatisés. Et toute l'exemplarité que l'on peut avoir et ce que l'on démontre par nos actions et par notre activité est important parce que ça peut servir beaucoup à nos jeunes et ça peut leur donner une notion d'équilibre et de choses que l'on peut répercuter. Ça peut être intéressant. Engagée auprès de la jeunesse et des sports, Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, était présente pour la remise des trophées de cette journée du respect. À l'environnement maintenant et direction la Turquie, au cœur d'un trésor naturel aujourd'hui menacé, le delta du Gediz. Face à l'urbanisation, à la pollution et au dérèglement climatique, un projet scientifique ambitieux tente de restaurer ces zones humides vitales pour la biodiversité, avec l'appui de fondations internationales, dont celle du prince Albert II de Monaco. Cette initiative pourrait bien servir d'ailleurs de modèle dans tout le bassin méditerranéen. Les explications ce soir avec nos envoyés spéciales Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni en Turquie. Le delta de Gediz est un véritable trésor de biodiversité marine, abritant des écosystèmes d'eau douce essentiels. Au cœur des deltas turcs, l'eau douce devient un combat face à l'effondrement de la biodiversité et à la pression des activités humaines. Les projets d'IMFE s'imposent comme une réponse vitale. Ils redonnent vie aux zones humides, restaurent les habitats et mobilisent les communautés autour d'une gestion durable de l'eau. Portée par 3 fondations internationales, la Fondation Prince Albert II, la Fondation Mava et la Fondation Segré, aux côtés de l'ONG turque Doğa Derneği, d'IMFE est un modèle de coopération internationale au service des générations futures. Quand on a réfléchi à construire cette collaboration avec d'autres, justement, on a scanné un petit peu, mais qui fait quoi déjà, où et où est-ce qu'il y a vraiment des manques. On est devenu toute une famille maintenant. Ça se passe très bien. Ça fait 4 ans bientôt qu'on travaille ensemble, donc on commence à se connaître, on sait qui fonctionne comment. De toute façon, les résultats, ça se voit un jour que le projet est terminé, qu'on a les rapports scientifiques et tout ça, les chiffres validés, etc. etc. Un aspect important, c'est d'aller sur place, de motiver les gens aussi, de montrer l'intérêt. Menacé par l'agriculture intensive, l'urbanisation et le changement climatique, le delta du Gediz n'est plus le sanctuaire d'antan. Pourtant, cet écosystème reste crucial. Il abrite quelques 30 000 flamants roses et une riche biodiversité. Un projet mené par Doğa Derneği et l'Institut de technologie d'Izmir vise à restaurer 200 hectares de prairies et à poser les bases d'un modèle durable de gestion de l'eau en tenant compte à la fois des nappes souterraines et des eaux de surface. First, we have to, now we are the idea to minimize the contamination of the surface water. The second one, we have to focus about the recharge of the system, because recharge meaning that the surface water, the feed at the groundwater system. We want to increase the quality of the groundwater system. In addition, in here, we want to minimize any activity, human activity, other, the agricultural activity, minimize the contamination in the site. In addition, in here we have a big waste treatment system. You know that this is belong to the Izmir municipality, but they discharge the advanced technology. They discharge this fluid now in the sea. But our idea, collect this water. You know that they use this water in area. You know that they support the fresh water, but the quality is important. Ce projet aura un impact local en renforçant la résilience des écosystèmes et en sensibilisant les habitants, mais aussi un impact national en développant les connaissances sur la restauration des milieux d'eau douce en Turquie. Un peu moins d'1 an après sa toute première session d'été qui avait récompensé 40 étudiants, l'Académie de la mer de Monaco organise depuis le début de cette semaine une session de formation à l'étranger. L'Institut a choisi l'université de Ménara à Marrakech pour ce rendez-vous autour des océans. Avec nous ce soir, Émilie Rousseau et Camille Caloni. Émilie, bonsoir. Cette session est une grande première pour l'Académie de la mer de Monaco. Oui, il s'agit d'une nouvelle étape de la récente histoire de l'Académie de la mer de Monaco. Proposer des formations à l'étranger sur la connaissance des mers et des océans. Ici à Marrakech, la première session a permis de présenter une vision globale à 360 degrés de cette zone qui représente plus de 70% de la surface du globe. Marrakech, au pied des montagnes de l'Atlas, à une centaine de kilomètres du littoral. C'est dans cette ville qu'a eu lieu la première session de l'Académie de la mer de Monaco à l'étranger, à Ménara Université. 3 jours de formation réunissant des experts de renom, un moment de convergence entre science et conscience. Elle nous permet très précisément de porter cette parole
pluridisciplinaire devant un public que nous ne pourrions pas capter en principauté. Donc la session est conçue comme un modèle miniature, un modèle réduit de la session d'été, et nous utilisons des formateurs qui viennent aussi à la session d'été pour porter comme cette parole devant ce public spécifique. Les thèmes choisis en lien avec les politiques publiques que partagent Monaco et le Maroc auront captivé l'auditoire, une vingtaine d'étudiants en droit international, en sciences politiques ou en économie. La formation, en fait, ça a capté mon attention parce qu'il s'agit d'abord de deux institutions de renommée. Et nous avons vu sur l'image des experts mondiaux venus de tous les pas. Et nous avons dit qu'il était nécessaire en tant qu'étudiant et en tant que juriste de participer à ces séances de formation pour pouvoir acquérir ces connaissances et profiter également de l'expertise de ces intervenants qui sont venus nous apporter quelque chose vraiment de très innovant et quelque chose d'actualité. Le Maroc donne une importance cruciale à la question maritime depuis de longues années. Cet engagement se concrétise par différents projets. L'un d'entre eux, mené en faveur des pays du Sahel, a été exposé par le professeur Mohamed Amin Balambo lors de cette session de formation. J'ai eu le privilège et l'honneur de présenter un séminaire sur l'initiative atlantique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Il s'agit d'une initiative stratégique qui vise à transformer les défis maritimes en opportunités dans le cadre d'un modèle innovant de coopération sud-sud. Cette initiative incarne l'importance de la transformation des enjeux maritimes en véritable opportunité économique pour le continent que nous représentons. Depuis sa création, l'Académie de la mer, qui peut compter sur le soutien de l'Agence universitaire de la francophonie, a fait le choix de transmettre un enseignement 100% en français, une initiative saluée par les intervenants. En réalité, la plupart des formations qui sont généralistes, multidisciplinaires, sont presque toujours en anglais, surtout pour quelqu'un comme moi qui vient du Canada. Donc, c'est vraiment un honneur là, de pouvoir participer à une formation qui est complètement en français, dans lequel il y a des biologistes comme moi, mais il y a aussi des juristes, il y a toutes sortes d'expertises qui sont mises ensemble. Et puis, moi, j'apprends beaucoup de choses aussi. Cette première session à Marrakech aura permis d'interroger sur l'avenir des mers et des océans qui est à la croisée de nombreux enjeux, qu'ils soient économiques, écologiques, environnementaux ou encore géopolitiques. Elle aura été marquée aussi par la signature d'un partenariat entre l'Académie de la mer de Monaco et Menara Université. Et sachez que l'Académie de la mer de Monaco organisera sa prochaine session d'été du 30 juin au 12 juillet à Monaco. Elle devrait rassembler une quarantaine d'étudiants francophones de différentes nationalités. La jeune chambre économique de Monaco accueillait pendant 2 jours Keisuke Shimoyamada, le président mondial 2025 de la jeune chambre internationale, qui a pu explorer le leadership, le dynamisme et l'attractivité également de la principauté. Alors ce soir, retour en images sur certaines séquences de ce déplacement avec ce reportage d'Alban Gingembre et de Jean-Alexandre Dordet. Une visite qui renforce les liens de la jeune chambre économique de Monaco avec les institutions. À l'occasion de la venue du président mondial de la jeune chambre internationale, M. Keisuke Shimoyamada, plusieurs échanges étaient prévus. Une audience avec le prince souverain, des rencontres avec le gouvernement princier, le Monaco Economic Board ou encore le Conseil national et des visites à vocation économique et entrepreneuriale chez Monaco Tech et Monaco Boost. Des échanges qui soulignent l'importance de la jeune chambre économique de Monaco. I would say JCM Monaco is a business-oriented organization. Monaco has a variety of industries, tourism, consulting, the trading, and real estate, and so on. JCM Monaco is working closely with the public sectors to nurture entrepreneurs. And entrepreneurs are the future of this country. Ça a permis de renforcer le rôle que les jeunes leaders doivent jouer dans la vie publique et renforcer leur engagement en tant que citoyens. Et aussi, cette visite a permis de montrer aux membres que toutes leurs actions prises à l'échelle locale peuvent avoir un impact à l'échelle internationale.
Cap sur la Riviera à nouveau, où une icône de l'hôtellerie de luxe fait son grand retour. Après sa pause hivernale, le Monte Carlo Beach rouvre ses portes et amorce une transformation d'ampleur, une renaissance en plusieurs actes, à suivre jusqu'en 2027. Voyez le reportage de Léa Dutrouille en compagnie de Lionel Bernardi. Face à la Méditerranée, le Monte Carlo Beach retrouve ses lettres de noblesse. Fermé durant l'hiver, l'établissement, ouvert depuis le 14 avril, entame cette saison une transformation en profondeur. Un programme de rénovation échelonné sur plusieurs années jusqu'en 2027, avec une promesse, préserver l'âme art déco du lieu tout en le réinventant. Pour cette saison 2025, notre enjeu est de renforcer notre positionnement club, social, balnéaire et sportif. Première étape, la piscine olympique et le restaurant Le Deck, entièrement repensé par Dorothée Delahaye, dans un esprit chic et contemporain. La nouvelle carte du chef permet également une montée en gamme du restaurant. Autre aménagement majeur, des terrains de padel. Ce retour à la lumière marque une volonté claire, conjuguer l'élégance balnéaire du siècle dernier avec les attentes d'une clientèle contemporaine où le relationnel prime. Au-delà du style, l'enjeu est aussi écologique. Des matériaux durables, une gestion optimisée de l'eau et de l'énergie. Le Monte Carlo Beach veut conjuguer luxe et conscience environnementale. C'est un changement qui aura lieu sur 3 à 4 ans, parce que notre ambition c'est d'être totalement rénové pour les 100 ans du beach en 2029. Alors cette démarche éco-responsable s'inscrit dans l'ensemble de nos projets. Je prends un exemple avec Elsa, nouvellement étoilée, où l'ensemble de notre carte est basée sur une pêche responsable. Le Monte Carlo Beach se réinvente tout en restant lui-même. À l'horizon 2029, le prestigieux hôtel soufflera ses 100 bougies. D'ici là, chaque saison s'inscrit comme une étape vers cette célébration, une rénovation ambitieuse pour faire dialoguer passé glorieux et futur durable, sans jamais rompre le fil de la légende. Et avant de retrouver Alban Jean-Jean pour votre météo de ces prochaines heures, comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés de cette journée, justement magnifiquement ensoleillée en cette période de réouverture pour le Monte Carlo Beach. Les photos sont signées Stéphane Dana. Je vous donne rendez-vous demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Demain, nous aurons droit à la même journée qu'aujourd'hui en principauté. Un ciel ensoleillé, des températures largement agréables. 16 degrés le matin et 22 degrés l'après-midi. Il fera chaud donc avec un indice UV toujours haut. N'oubliez pas l'écran solaire. En cette dernière journée d'avril, nous fêterons les Robert. Et le 30 avril, c'est aussi la journée nationale des véhicules d'époque. Alors si vous êtes l'heureux propriétaire d'une automobile d'antan, c'est le moment de la sortir du garage. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.